Bonjour, nous voici dans le cours numéro 13 du 9 février. Alors nous avons consacré les deux séances précédentes à présenter la maquette de l'économie keynésienne simplifiée et nous allons pouvoir maintenant l'utiliser davantage pour notre objet d'étude qui est le chômage finalement. Et donc également pouvoir comparer avec la vision proposée par l'autre grand courant, le courant dit néoclassique. Alors, nous avons montré dans cette économie keynésienne, dans son fonctionnement général, dans l'esprit que le futur étant radicalement incertain, les hommes cherchaient à construire donc des conventions, des sortes de points de repère pour pouvoir essayer d'utiliser les lois du hasard, les probabilités et mener des anticipations. Donc chez Keynes, les entrepreneurs étaient les acteurs importants et c'est eux qui essaient de se faire une idée de la demande anticipée, la demande qui s'adressait à eux. Et à partir de là, en fonction de leur vision de la demande anticipée, ils mettaient en œuvre un niveau de production et s'en déduisaient un niveau d'emploi dans l'économie pour réaliser cette production. Donc ici, notre séance, en petit 2, nous allons pouvoir dire que l'emploi est fonction des anticipations des entrepreneurs. Voilà, c'est l'idée qui va, pendant cette heure, nous guider. Alors, ce niveau de l'emploi donc qui découle d'un schéma purement conventionnel et pas d'un processus de marché. On n'est pas chez les néoclassiques, les histoires d'échange ne sont pas au centre de la réflexion. Du point de vue de la demande de travail des employeurs, si on reprend la phraséologie néoclassique, eh bien, ce travail qui est requis dans l'économie n'est pas le résultat de multiples micro-décisions individuelles, autonomes, de calcul d'optimisation des individus sur le marché du travail, mais au contraire, il provient d'anticipation et du mimétisme finalement des agents face à un futur incertain et non probabilisable. Et donc, en ce sens, le niveau de l'emploi s'impose aux salariés comme aux entrepreneurs. Il est le fruit de leur vision agrégée, globale, sur l'avenir. Du point de vue de l'offre de travail, toujours pour repartir de la phraséologie néoclassique et s'en émanciper, eh bien, la population active qui fournit la main-d'œuvre, elle est principalement, déterminée non pas par des questions de coûts et de conjecture sur plus de temps de travail, plus de temps de loisirs, mais au contraire par des facteurs démographiques quant à son volume et des comportements également sociologiques, je sais pas, travail féminin suivant les époques, taux d'activité des seniors ou des jeunes suivant les époques et les pays, vous voyez, ce genre de choses comme ça. Et donc, ce qui veut dire que rien ne garantit que le niveau de l'emploi requis par les entrepreneurs pour produire suivant leurs anticipations, eh bien rien ne garantit que ce niveau d'emploi correspondra également et exactement aux intentions de la population active de par ses caractéristiques de volume et disons ses caractéristiques plus qualitatives. Et donc la probabilité que anticipation des entrepreneurs et souhait de la population active coïncide, cette probabilité est extrêmement faible, et donc ce qui veut dire que chez les keynésiens, le plein emploi en sera mécaniquement une exception, et non pas la règle comme c'était dans la vision néoclassique. Et donc, à partir de là, eh bien, un chômage involontaire, et non pas volontaire, un chômage involontaire va se former, c'est-à-dire un chômage du fait que, eh bien, peut-être que des gens voudraient travailler, mais les anticipations des entrepreneurs sont telles qu'il n'y a pas de raison de les embaucher ou de les faire travailler plus. Donc un chômage involontaire va se former. Et en plus, Keynes nous dit qu'il va s'installer durablement, c'est-à-dire que ce n'est pas un petit déséquilibre qui ensuite va se résorber par un mouvement de prix, mais cette situation va s'installer durablement. Et donc, Keynes, paradoxalement, propose l'expression d'équilibre de sous-emploi pour désigner l'idée que c'est certes un déséquilibre, mais l'économie s'installe, et des fois durablement, en situation d'équilibre sous-emploi, c'est-à-dire avec un volume de chômage involontaire
liées donc à cette non-concordance des anticipations des entrepreneurs et de l'état global qualitatif et quantitatif de la population active. Voilà. Donc on est vraiment sur des analyses aux antipodes de l'économie néoclassique. Et donc pour les keynésiens, le marché du travail n'existe pas, alors comme commodité de langage, mais comme concept au sens d'un mécanisme autorégulateur d'une offre et d'une demande par des prix flexibles en situation concurrentielle. Voilà, ça aussi c'est quelque chose que Keynes récuse complètement. Ce n'est pas du tout sa logique. Et au contraire, il nous dit que le niveau de l'emploi dépend de perspectives de débouchés sur un autre marché, le marché des biens. C'est-à-dire que chez les keynésiens, ce qui se passe en termes d'emploi, de chômage, ne concerne pas tant directement ce qu'on pourrait appeler le marché du travail, par commodité, hein, d'accord, mais davantage ce qui se passe sur le marché des biens, là où se forment les anticipations de production à réaliser pour les entrepreneurs. Hein. Et donc il y a une inversion, si vous voulez, de la hiérarchie des situations. Pour les néoclassiques, le marché du travail est premier et détermine la monde de la production et ce qui se passe sur les biens et services, alors que chez les keynésiens, c'est ce qui se passe dans le monde des biens et services qui conditionne ce qui se passera en termes d'emploi et de chômage. Donc on est à front complètement renversé. Également, on peut dire que à partir de là, le salaire nominal, enfin le salaire, disons, pardon, qui était le prix d'une marchandise, le travail, chez les néoclassiques, et bien pour les keynésiens, ce salaire, ils nous disent, ce n'est pas du tout un prix de marché, puisqu'ils récusent l'idée d'un marché au sens autorégulation par des prix flexibles, et ils nous disent, ce salaire, il est déterminé en fonction des rapports de force entre des groupes sociaux, les employeurs, les salariés, plus ou moins organisés dans des mouvements syndicaux qui peuvent permettre de peser plus ou moins hein, sur les rémunérations, mais c'est aussi l'existence tout simplement de grilles, je dirais comme dans la vie. Il me semble qu'il y a davantage à Keynes là-dessus quand on confronte avec les faits, l'existence dans les entreprises de barèmes, de grilles de rémunération, voire de plus en plus, par rapport à l'époque de Keynes, de dispositifs conventionnels, si vous voulez, souvent par branche de métier, voilà, et qui servent en fait de base de discussion à plus ou moins delta au moment du contrat d'embauche pour négocier suivant la rareté de vos qualifications et l'intensité des besoins des entrepreneurs, c'est plus ou moins delta autour de ce barème conventionnel, voilà, qui est une petite variation, si vous voulez. Hein, voilà. Et donc, Keynes nous dit, voilà, il n'y a pas tant le salaire comme un prix de marché, mais davantage comme le fruit d'une convention ou du moins d'un contrat. Hein, voilà, à défaut, c'est plutôt le concept de contrat qui supplanterait chez Keynes le concept de marché pour expliquer la formation des salaires. Et à partir de là, si on est dans cette logique de plus contractuelle, conventionnelle, on comprend mieux pourquoi les keynésiens insistent sur un fait qui est lié à l'observation, hein, ce n'est pas un point de vue théorique, c'est que de plus en plus les salaires sont rigides à la baisse. Et ce point est important parce que souvenez-vous, chez les néoclassiques, le chômage était le fruit d'une offre de force de travail supérieure à la demande de travail, et ils pensaient que ceci s'ajusterait mécaniquement par une baisse, une flexibilité à la baisse du salaire réel. Et les keynésiens nous disent non, mais en plus ça ne marche pas comme ça. Dès l'instant que le salaire est conventionnel et contractuel, ça est le fruit de logique d'acteurs, eh bien les acteurs mènent des stratégies pour ne pas voir baisser leur salaire, même si en face les employeurs penseraient que l'on pourrait à ce moment-là régler des problèmes ainsi. Hein. Donc on est vraiment sur des logiques complètement différentes. Et en plus, Keynes nous dit non seulement le salaire étant conventionnel et contractuel et rigide à la baisse, mais en plus, il dit la solution des néoclassiques qui serait de retrouver un plein emploi en baissant le salaire, par la baisse du salaire sur le marché du travail ou en la provoquant de façon volontariste, eh bien, il nous dit que ça ne ferait qu'approfondir le mal, au sens
où cela entraînerait des révisions des prévisions de dépenses de la part des entrepreneurs, des anticipations dégradées de la part des entrepreneurs. Et à ce moment-là, si les anticipations étaient dégradées par des perspectives de rémunération des salariés plus basses, eh bien ces entrepreneurs mettraient moins de production en œuvre, et à ce moment-là, l'économie aurait besoin d'un niveau d'emploi requis encore moindre, ce qui ne ferait qu'accroître le chômage. Donc, non seulement les salaires ne baissent pas, il y a des organisations conventionnelles et contractuelles, mais en plus, le faire baisser est contre-productif, c'est une sorte d'effet pervers, on pourrait dire, qui provoque l'aggravation du problème que l'on espérait maladroitement traiter. Et donc, la solution en gros néoclassique est une solution qui aggrave les moments de crise et, au lieu de les résoudre. Et alors là c'est très facile à illustrer, vous savez, dans les démarches scientifiques, c'est la confrontation avec les faits qui est un petit peu le juge de paix. Alors je sais bien qu'un exemple ne vaut pas démonstration, mais si vous le prenez un exemple un peu, pas trop ponctuel, mais à grande échelle, j'irai chercher la crise de 29, qui est un moment où, pour la première fois, les idées keynésiennes apparaissent et vont être en conflit majeur avec la vision néoclassique. Lors de la crise de 29, vous avez une partie de la crise est financière, l'autre partie est une crise de surproduction. Donc, comme durant tout le 19e siècle, c'est simplement la plus grosse, et donc cela provoque une baisse du niveau général des prix, et donc les néoclassiques au début ne font pas grand-chose, ils sont même confiants puisqu'ils disent la baisse des prix dans l'économie va à ce moment-là, cette déflation spontanée, comme on pourrait dire, va provoquer un rétablissement mécaniquement par autorégulation, et on va avoir une économie qui va redémarrer, on va retrouver un équilibre. Et simplement, ça ne se produit pas. Alors les néoclassiques ne comprennent pas trop, et ils pensent globalement que c'est parce que les prix n'ont pas spontanément assez baissé que l'auto-ajustement ne se produit pas. Et donc les premières réponses de politique économique, assez maladroites finalement, vont être de provoquer de la déflation, de la baisse du niveau général des prix, des politiques d'austérité, mais alors d'austérité pas à la française, avec le pouvoir d'achat qui augmente et les dépenses publiques qui explosent, on est d'accord, c'est l'austérité au sens voilà, dans tous les pays du monde, quoi. Voilà. Donc des politiques dures avec des grosses variations à la baisse des situations, et donc cette déflation provoquée et donc par les premières politiques s'ajoute à la déflation spontanée de la crise elle-même, et eh bien l'économie ne repart pas, et au contraire la crise s'aggrave en confirmant en tout point l'analyse keynésienne. Et qu'est-ce que l'on verra? Alors avec des tâtonnements, les Britanniques en changeant de politique économique et monétaire, les Américains avec le New Deal de Roosevelt, alors qu'il y a un volet très structurel, mais qu'il y a aussi un volet plus conjoncturel. En gros, la France qui tâtonne, comme souvent un peu à contre-temps de ses voisins, la France qui commence pas trop mal et qui après épouse les thèses que les voisins abandonnent, eh bien, on s'aperçoit que pour les pays donc hors la France, ils tâtonnent un petit peu, ils bricolent de la politique économique, et ils arrêtent en tout cas ces politiques d'austérité. Alors je ne dis pas qu'ils vont se ruer sur des politiques de relance à la Keynes, ça c'est les années 50 où on va comprendre le message de Keynes, mais disons au moins le message de Keynes provoque en Grande-Bretagne et aux États-Unis des bricolages de politique économique où, à défaut de savoir ce qu'il faut faire, on commence à voir ce qu'il ne faut pas faire, et quand même ces politiques d'inspiration néoclassique ajoutant la déflation provoquée à la déflation spontanée, donc cherchant une baisse des prix plus forte pour faire redémarrer l'économie, nous ont provoqué la dépression des années 30. En gros, ou du moins le début des années 30, et ensuite n'a rendu que plus difficile les tentatives de résolution de cette crise. Alors après, c'est à la limite de l'exemple des années 30, on ne sait pas comment cela s'est fini, parce qu'on est reparti dans une militarisation, dans la marche vers la guerre, et donc ensuite la donne a été changée, donc on ne connaît pas vraiment la fin de cette période, quoi. Disons qu'on a changé le type de période et les comparaisons. On ne peut pas comparer l'économie de guerre avec l'économie de paix des années 30. Voilà.
Donc ainsi, on peut expliquer comment une tendance au chômage involontaire et permanente dans une économie. Les entrepreneurs, si vous regardez bien, n'utilisent que rarement la totalité de leur capacité productive. Ils ont toujours du travail et du capital toujours disponibles, d'où le fait qu'on est plutôt en sous-emploi qu'en suremploi. Le suremploi, c'est les moments de pénurie d'emploi. Donc c'est les années 60, on absorbe finalement pas trop mal les rapatriés d'Algérie, et où ça ne suffit pas, et on va signer des contrats de fourniture de main-d'œuvre, avec, y compris l'Algérie d'ailleurs, avec qui on était en guerre, les pays du Maghreb, une partie de l'Afrique noire, et on négocie des contrats de fourniture de main-d'œuvre parce qu'on est en pénurie d'emploi pour peupler les chaînes de production des grands biens de consommation qui ont fait la partie la plus glorieuse des 30 glorieuses. Et donc, le travail et le capital ne sont pas rares, comme le postulent souvent les néoclassiques, qui sont souvent un peu trop surabondants, rarement pleinement employés, et donc la production et l'emploi ne sont que rarement bornés par les ressources en facteurs, mais plutôt par les projets de demande, par les projets de dépenses, par les envies des entrepreneurs d'investir et des ménages de consommer. Et donc, c'est finalement chez Keynes le principe de la demande effective qui permet de comprendre pourquoi on ne produit pas plus alors que l'on pourrait produire plus, matériellement au moins. Et donc, cette demande effective, c'est vraiment la pierre angulaire de l'analyse keynésienne. C'est une demande donc anticipée, et c'est la demande anticipée des entrepreneurs en particulier, et qui pilotent le système. Donc, vous voyez, souvent on parle, c'est pas la représentation que vous avez, mais on parle souvent d'économie keynésienne associée à une situation de demande, la demande chez Keynes. Non, Keynes, c'est la demande anticipée. Qu'est-ce que c'est, si vous voulez, si ce n'est l'offre qui sera effectivement mise en œuvre sur la base de cette demande anticipée. Donc, vous voyez, ces catégories offre-demande, on a le cerveau qui est un peu mangé par des visions néoclassiques, mais qui en fait, il faut retravailler, peut-être avec une vision plus keynésienne. Donc, en conclusion partielle de ce point keynésien et en comparaison avec le monde néoclassique, on peut dire que chez les keynésiens, donc l'incertitude est radicale, les agents construisent des conventions sur la base des anticipations pour essayer d'asseoir leurs actions. Et là où l'économie néoclassique était une économie qui était polarisée sur l'offre, la demande et l'échange, les keynésiens ont une vision davantage en termes de circuit macroéconomique, où la monnaie ouvre le circuit, au sens où les banques, en acceptant de financer des projets des entrepreneurs, permettent aux entrepreneurs de produire sur la base de leur demande anticipée, de leur vision de l'avenir. Et à partir de là, les entrepreneurs produisent, embauchent plus ou moins de population active. Généralement, ça crée un contexte de plus ou moins grand chômage spontanément. Et ensuite, à partir de là, distribuent des revenus, les ménages consomment, épargnent une partie, et les deux acteurs, entreprises et ménages, en épargnant, font refluer une partie des revenus vers les banques, et ainsi se boucle le circuit macroéconomique. Et si on compare les néoclassiques un petit peu et les keynésiens par rapport à ce qu'on a présenté, nous avons vu chez les néoclassiques une approche en termes réels où les questions monétaires étaient absentes, travail, capital, biens et services étaient essentiels, alors que chez les keynésiens, l'économie est avant tout une économie monétaire où, en gros, si les entrepreneurs n'ont pas leur prêt, le circuit est bloqué. Voilà, la production ne se met pas en œuvre. Donc l'économie est avant tout monétaire chez les keynésiens. Chez les néoclassiques, les questions essentielles étaient vues à travers essentiellement l'échange. C'est ça qui polarisait leur attention. Et la production était seconde et la demande complètement absente, alors que chez les keynésiens, c'est plutôt la logique de production qui est au cœur. C'est une économie monétaire de production, on dit souvent, cette économie keynésienne, et l'échange est renvoyé au second rang. C'est un problème de logistique et de commerce et de distribution qui n'est pas rien, mais qui n'est pas fondamental dans la logique macroéconomique.
Chez les néoclassiques, troisième point de comparaison, c'était le niveau de l'emploi qui déterminait la production, ce qu'on a vu ensemble, et alors que chez les keynésiens, eh bien, c'est la production qui est en fait la demande anticipée, hein, la production effectuée qui est la demande anticipée, qui détermine le niveau de l'emploi à mettre en œuvre pour réaliser la production correspondant à cette demande anticipée. Donc on est encore complètement à l'envers, vous voyez, réel monétaire, l'échange, la production, la relation travail-production complètement inversée d'un groupe à l'autre. Chez les néoclassiques, le plein emploi, souvenez-vous, c'était la norme, alors que chez les keynésiens, il est l'exception. Chez les néoclassiques, l'équilibre normal, c'est l'équilibre de plein emploi, alors que chez les keynésiens, la situation normale, c'est le sous-emploi, d'où l'expression d'équilibre de sous-emploi. Vous voyez encore une fois, équilibre de plein emploi pour les uns, de sous-emploi pour les keynésiens. Conception du chômage radicalement différente également, hein, volontaire chez les néoclassiques, tous ceux qui veulent travailler au prix du marché ont un emploi, les autres ont choisi d'avoir un peu plus de loisirs, alors que chez les keynésiens, la situation est majoritairement involontaire et ce sont des gens qui voudraient bien travailler plus, ou qui voudraient tout simplement travailler, mais les anticipations des entrepreneurs ne permettent pas la mise en œuvre d'un niveau d'emploi plus important permettant d'accéder à leurs souhaits. Et donc à ce moment-là, si le chômage est aussi un chômage par excès du coût du travail, cette variable polarisée toute l'attention du marché, là, le salaire réel, chez les keynésiens, eh bien, c'est un chômage, on pourrait dire, par insuffisance de la demande effective. Voilà. Le salaire chez les néoclassiques était un prix de marché, et à partir de là, pour les keynésiens, on l'a dit, le salaire est plutôt, contrairement, non pas un prix comme le prix des fraises ou du pétrole, mais ce salaire est le fruit d'un rapport de force débouchant sur un contrat de travail, fruit d'une négociation entre les parties prenantes. Et à partir de là, les conséquences sont aussi fondamentales sur les politiques de l'emploi. Alors déjà, cette expression, elle est presque de trop chez les néoclassiques, au sens où c'est le marché qui doit être autorégulateur, et donc l'État ne devant surtout pas intervenir. Par contre, eh bien, si jamais l'État intervient, on l'a vu avec mon exemple là, du début de la crise de 29 et des années 30, ce sont des politiques cherchant à forcer la baisse du salaire réel, la baisse du coût du travail, à flexibiliser le marché du travail, hein, pour permettre au marché de prendre la main au maximum et à l'État de faire le moins possible, alors que dans la vision néoclassique, eh bien, cela ouvre face à un équilibre de sous-emploi, c'est-à-dire un chômage qui dure avec des anticipations des entrepreneurs dégradées, eh bien, cela suppose une action peut-être plus énergique, mais pas sur le marché du travail, mais sur le marché des biens et services, et une action visant à soutenir la demande par des politiques budgétaires et monétaires appropriées, de façon à modifier les anticipations des entrepreneurs pour les amener à des conventions et des vues sur l'avenir beaucoup plus favorables et optimistes, amenant à élever le niveau de production, d'emploi et ainsi réduire le chômage. Alors, préciser quand même que cette intervention de l'État sur laquelle Keynes ouvre des possibilités, là aussi par rapport à des présentations des fois un peu tendancieuses, voire sincères, mais naïvement fausses, Keynes, c'est pas le collectivisme, c'est pas le bolchevique, le couteau entre les dents, si vous voulez. Je crois qu'il faut rester calme. L'économie keynésienne, c'est comment penser une économie de marché. Donc avant tout, une économie de marché, et Keynes tient avant tout à l'initiative individuelle, aux libertés individuelles, au public, etc. Mais simplement, il dit, si on laisse la main au néoclassique, on va avoir dans 10 ans la révolution bolchevique, et n'oubliez pas que nous sommes dans les années 20, les années 30, cette remarque a du sens, si vous voulez. Et donc, Keynes dit, si on veut qu'une économie de marché fonctionne, bien, il y a des cas où on n'a qu'à laisser faire les acteurs dans un cadre réglementaire et c'est pas la peine de les enquiquiner, ça fonctionne bien. Et il y a des moments où la logique simple des acteurs amène à un déséquilibre durable. On a l'équilibre de sous-emploi, les gens sont déprimés, ont des vues sur l'avenir
des anticipations très défavorables. Et donc Keynes dit qui d'autre qu'un État peut essayer modestement de débloquer la situation en changeant les vues, essayant d'influencer les vues sur l'avenir des entrepreneurs de façon à engendrer toute une cascade de réactions plus optimistes et des croyances plus favorables sur l'avenir. Et donc, Keynes, c'est pas non plus une machine à relancer, quoi qu'il arrive, à dépenser de l'argent comme ça qu'on jette en l'air et puis tout ira bien. Là aussi, c'est une présentation, c'est affligeant, quoi. Voilà. Donc, mais ça traîne dans beaucoup de débats. Bon, je ne parle pas de certains plateaux télé un peu aventureux, voire dans certains manuels, malheureusement, présentant le keynésianisme, écrit à la va-vite et racontant des choses fausses qui font passer Keynes pour un gaspilleur, dépensier, voilà, enfin, tout sauf Keynes, quoi. Donc, et donc cette opposition là que je viens de vous dresser entre les deux grands courants qu'on a vus, on la retrouve, par exemple, c'est pas le seul moment, mais dans les années, à partir des années 70, où face à la crise, on cherche un petit peu des réactions appropriées. Et donc, il y a un retour, si les années 50-60 ont été marquées par la suprématie des idées plutôt keynésiennes, les années 70 marquent un retour en force des idées plutôt néoclassiques, alors un peu relookées, si vous voulez, par des courants monétaristes ou autres, mais en gros, qui reposent fondamentalement sur la même logique. Et donc, il faut épargner, il faut restaurer les profits, il faut permettre la reprise de l'investissement et de l'emploi ainsi. Et donc, c'est la fameuse formule ravageuse qui résume ceci du chancelier Helmut Schmidt de l'époque en RFA, et donc qui disait les profits d'aujourd'hui sont les investissements de demain et les emplois d'après-demain. Et donc cet adage, si vous voulez, paraît indépassable, forgé au bon gros bon sens, et donc indiscutable, une vérité. Voilà, et quiconque ose froncer le sourcil ou interroger cette vision passe pour un dangereux déviant. Voilà, donc les profits d'aujourd'hui feraient les investissements de demain, les emplois d'après-demain. Bon, ça paraît séduisant, mais en fait, c'est discutable. Voilà. Pour moi, je dis pas, on peut dire que c'est faux, moi je vais vous dire que c'est discutable. Voilà. Et au ras de ce qu'on a fait, vous pouvez le discuter. C'est-à-dire, pour Keynes et les keynésiens, eh bien, rien à l'évidence, nous dit-il, ne permet de restaurer l'emploi sans d'abord restaurer le niveau des profits. Mais rien, à mon avis, dit Keynes, ne peut restaurer le niveau des profits sans d'abord restaurer le niveau et le volume de l'investissement en 1931. Donc, c'est pas nouveau. Et donc, l'opposition, vous voyez, est complète avec les néoclassiques. À la séquence néoclassique, profit implique investissement, implique emploi. Keynes, en quelque sorte, substitue le schéma macroéconomique, investissement implique profit, implique emploi. Donc on est à front complètement renversé. Et si on essaie de faire l'adage alternatif d'Helmut Schmidt, on pourrait dire que pour Keynes, ce sont les investissements d'aujourd'hui, financés par le crédit bancaire, qui font les profits et les emplois de demain. Vous voyez ? Donc ça donne, si on veut être près de l'adage, on peut le renverser ainsi. Et donc ce schéma d'ailleurs keynésien est très semblable à celui qu'énonçait à la même époque que Keynes un autre économiste moins connu, mais qui est peut-être un grand inspirateur de la vision circuitiste de Keynes, qui est Michel Kalecki, et où il nous disait, Kalecki disait, les capitalistes gagnent ce qu'ils dépensent, en investissant, ils génèrent des profits, hein, alors que les travailleurs dépensent ce qu'ils gagnent. Les salaires alimentent la consommation. Vous voyez, on a un bon résumé chez quelqu'un qui est inspirateur et très proche des idées keynésiennes. Hein. Les capitalistes gagnent ce qu'ils dépensent, alors que les travailleurs dépensent ce qu'ils gagnent. Voilà. Donc vous voyez, on est vraiment sur deux grands schémas que des fois on tente de synthétiser, voilà. Puis chacun, les néoclassiques surtout, cherchant à montrer que l'autre est un cas particulier de sa vision. Et vous voyez que pratiquement sur 90% des points, ils sont sur leur vision fondamentale complètement à front renversé. Voilà. Et donc ça alimente des visions de politique économique et de politique de l'emploi assez différentes.
Voilà, donc ça va marquer, je vais m'arrêter là, hein, puisqu'on est à peu près arrivé sur deux grandes courants de pensée, à voir comment ces courants de pensée influencer des décisions, voilà, en termes d'emploi, par exemple de politique de l'emploi. Et donc la fois prochaine, après l'interruption des vacances, hein, puisque nous ne nous verrons pas, parce que nous nous voyons mais par vidéo, mais nous ne nous verrons pas, ou encore moins, je ne sais pas comment il faut le dire, donc, et nous reviendrons et nous verrons que dans les années 70, alors on ne va pas faire toutes les théories de l'emploi, hein, je vous rassure, mais je fais un parcours sélectif en essayant de garder la ligne et de montrer comment des façons de penser influencent des actions et finalement nos vies quotidiennes, de ce qu'on nous propose. Nous essaierons de voir comment dans les années 70, finalement, il va y avoir des tentatives, non, alors il y a les tentatives de synthèse, les compromis un peu mous, hein, je ne dirais pas radical socialiste pour ne pas vexer, mais enfin les compromis un peu mous, un peu de l'un, un peu de l'autre, mais plutôt comment on va essayer de dépasser la contradiction et dans des analyses assez sophistiquées vont montrer finalement que le chômage n'est pas ou bien néoclassique ou bien keynésien, mais qu'en fait, alors par des travaux statistiques, ils vont montrer que finalement le chômage peut avoir une part néoclassique et une part keynésienne et que les deux peuvent cohabiter en proportion variable et avec des relations assez compliquées. Hein. Et donc, il va y avoir un saut qualitatif dans l'analyse qui va amener un saut qualitatif également dans la conception du chômage et des politiques de l'emploi. Alors, qui ne se voit pas forcément toujours dans le personnel politique, qui trouve ces idées des économistes un peu compliquées. C'est quoi, c'est l'un ou bien l'autre? Non, mais c'est un peu les deux. Oh là là, c'est trop compliqué à expliquer à des électeurs. Et donc, alors des plans de l'emploi, des plans de politique de l'emploi arrivent à intégrer ces idées, mais elles ne percolent pas dans le débat public où surtout on veut du clash. C'est-à-dire que si vous dites que les deux ont raison et que ça dépend, que chaque analyse éclaire une partie du problème, bah à ce moment-là, vous perdez de l'audience, vous n'avez plus de buzz, il n'y a plus d'affrontements sur le plateau, il n'y a plus d'invectives, et il n'y a plus de tweets derrière où on relaie le clash de la veille. Et donc ce que je vais vous raconter est connu depuis les années 70, et donc il faut quand même que certains se mettent au goût du jour, mais le problème, c'est des idées qui n'infusent pas, je dirais, dans le grand public, alors peut-être parce qu'on ne l'explique pas assez, mais aussi parce que voilà, ça ne correspond pas à une envie. Voilà, regardez comment on se moque du « en même temps », hein, et pourtant nous allons montrer que le chômage est en même temps pour une part néoclassique et en même temps pour une part keynésienne. Voilà. Donc voilà, rien qu'en prononçant ça, il y a peut-être une partie de l'auditoire que j'ai perdue, une autre partie que j'ai gagnée, mais ce n'était pas la fonction, hein. C'est pour vous montrer que les choses sont peut-être plus complexes que ou tout blanc ou tout noir, comme on disait à une époque. Voilà, donc la suite ne manquera pas de sel, et donc voilà, c'est un peu le teaser pour maintenir les troupes éveillées, enfin éveillées, vous l'êtes, mais enfin j'irai avec un petit peu d'envie, d'appétence, et de faire rebondir ce cours dans 15 jours. Voilà, donc bien à bientôt.